Choisir tout. Faire rimer ambition professionnelle et personnelle. Prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillaudo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut les équilibristes, c'est le premier épisode du mois de février et je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Comment allez-vous ? La période est dure, et elle dure, et j'espère de tout cœur que vous trouvez au quotidien des raisons de vous réjouir, de rire, de vous projeter et de rêver. Je reçois dans cet épisode Maëlys Labbé que j'ai rencontrée sur Instagram grâce aux bons conseils de l'une d'entre vous qui se reconnaîtra sûrement. Maëlys avait fait un post sur le sujet de Having It All qui avait provoqué beaucoup de réactions. Vous la connaissez peut-être via son blog La fiancée du panda. Maëlys est directrice d'une agence créative et a vécu cette dernière année entre New York, Le Perche et Amsterdam. Donc à défaut de voyager pour de vrai, cet épisode va vous faire voyager à travers des cultures et approches différentes de cette si fameuse harmonie pro-perso. On a pas mal de points en commun avec Maëlys, notamment une passion pour les questions qui nous animent ici, à savoir comment on fait pour faire rentrer toute notre vie dans le temps dont on dispose, sans s'épuiser au passage, et aussi le fait d'avoir grandi dans une autre culture avec cette sensation de jamais vraiment trouver sa place. L'épisode est long, on est allé au fond de pas mal de sujets, et en particulier celui de l'expatriation. Recréer sa vie ailleurs, le perso comme le pro, observer et s'adapter aux cultures locales, notamment sur la place de la femme et de la famille. On a aussi parlé de burn-out, celui qui cueille alors qu'on pense pouvoir faire rentrer un rond dans un carré, comme elle dit. On a beaucoup ri, on a beaucoup fait nous Jean-Claude Van Damme, et on s'est aussi posé des questions de fond sur lesquelles on agit chacune au quotidien, au travers des contenus concrets ou des missions que je mène en entreprise. Et parce qu'on est deux bavardes et qu'on avait envie de continuer la discussion avec vous, on a prévu une session débrief avec vous en live sur Instagram dans les semaines qui viennent. Je vous tiendrai au courant de la date sur Instagram et dans ma newsletter. Pour vous y abonner, rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com. Bonne écoute et prenez des notes avec vos questions, vos réactions et vos commentaires. C'est pas parce qu'on peut pas se voir en vrai qu'on va se priver du plaisir de continuer la discussion ensemble. Bonjour Maëlys. Bonjour Sandra. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. On est le 21 décembre, on est à quelques jours de Noël. Comment ça va en cette fin d'année, quelques jours avant de fêter un Noël d'une année riche en rebondissements, to put it softly. C'est un euphémisme. Oui. Oh, écoute, ça va, je suis en forme, je suis pas du tout fatiguée, pas du tout épuisée Non. par cette année. Bon, comme nous Non, tous en fait. Oui. comme nous tous, voilà. Je pense que j'ai pas du tout envie de me rouler en boule sous un plaid et de passer les 6 prochains mois là-bas. Non, je crois que on a tous eu une année épuisante, donc je suis à peu près dans le même état que tout le monde. Et puis nous, on s'est rajouté une double dose puisqu'on a quand même fait 3 pays en un an, puisqu'on était à New York, où on vivait, on est parti un peu précipitamment mi-mars au moment de la fermeture des frontières pour aller se réfugier dans notre maison du Perche parce qu'on souhaitait, pour diverses raisons, être côté européen. Et puis on n'en est jamais reparti jusqu'en septembre où on a enfin emménagé à Amsterdam comme c'était prévu. Donc, je dois te dire qu'en cette fin d'année, effectivement, je suis complètement lessivée. Voilà. Ouais. Eh ben, ça se voit pas. Moi, je t'ai vu en caméra il y a 2 minutes et t'es toute belle, toute pimpante. J'ai juste une très bonne, un très bon fond de teint. Ok. J'aime bien, pour commencer, J'aime bien repartir dans le passé, lointain, parce que je trouve que dans ces questions d'intégration pro-perso, de jonglage avec toutes les facettes de nos vies, j'aime bien reparler de l'enfant qu'on était. Et j'avais envie de commencer en te demandant de quoi tu rêvais quand tu étais petite, aussi bien pour ta vie, d'une manière générale. Grande question. J'ai jamais vraiment eu de vocation hyper forte, donc j'avais pas une idée super claire de ce que je voulais faire de ma vie. Par contre, j'étais une enfant qui vivait plongée dans les livres. Et donc, je crois que j'ai toujours souhaité avoir une vie aussi intéressante qu'un roman. Wow. Et d'ailleurs, je disais, je pense que c'est quand j'étais ado, je disais, moi, je veux pas être riche, mais je veux avoir une vie riche.
Mm. Et voilà, je pense que c'était vraiment... j'avais envie que la vie me fasse palpiter autant que les livres que je lisais. Et je crois que ce côté romanesque, en fait, m'a jamais complètement lâchée. Tu lisais quoi comme livre quand tu étais petite? Alors, absolument tout. Mm. Je lisais absolument tout. Il y a une expression en anglais, je ne sais pas si ça se traduit en français, qui dit avid reader. Et Ouais. je pense que c'est vraiment ça. J'étais une lectrice avide, c'est-à-dire que je lisais du dos du paquet de céréales aux romans de science-fiction de jeunesse de mon père. Mm. Je lisais les BD de Wolinski qui traînaient dans la bibliothèque familiale à un âge où c'était pas encore tout à fait approprié. Je lisais des romans, j'ai lu toutes les bibliothèques vertes et les bibliothèques roses. Attention, petite séquence nostalgie pour Mm. ceux d'entre nous qui ont grandi dans les années 80. Mm. Non, vraiment, je discriminais pas, je lisais tout. Tout ce qui me passait sous la main. J'ai toujours adoré en fait cette capacité qu'a la lecture à nous sortir de nous-mêmes et à nous transporter dans la vie, dans une autre vie. Ouais. Ouais, je te comprends complètement. Euh, j'étais comme toi. Et c'est quoi le modèle familial dans lequel tu as grandi? C'était quoi est-ce que ta maman travaillait? C'était quoi un peu le monde dans lequel tu baignais et donc du coup les messages implicites qu'il y avait derrière ça? Alors, ma maman travaillait jusqu'à notre départ aux États-Unis quand j'avais 5 ans, Mm. où on a passé 2 ans en Californie. D'ailleurs, je crois que c'est un des points communs qu'on a, toi et Ouais, moi. ouais. Euh, Et là-bas, elle n'avait pas le droit de travailler, donc elle s'occupait de nous. Je pense qu'elle l'a assez mal vécu. Et quand on est revenu, mes parents se sont séparés. Donc en fait, elle n'a pas trop eu le choix de devoir retrouver un travail, mais elle avait un peu abandonné ses études au milieu. Puis à l'époque, dans son milieu familial, on se disait de toute façon, elle va se marier, donc il n'y a pas vraiment besoin de la pousser à être indépendante financièrement. Et donc moi, j'ai grandi fille de parents divorcés, ils se sont séparés quand j'avais 9 ans, avec une mère qui m'a seriné et répété que je devais absolument être indépendante financièrement. Et je l'ai vu concrètement, devoir nous élever seuls, tout en retravaillant et en reprenant un petit peu de zéro parce que elle avait eu des jobs assez, je trouve pas le mot, basiques avant ça. Donc voilà, elle s'est très bien débrouillée et elle a fait son chemin pendant 23 ans dans la même entreprise. Mais c'est vrai que ça m'a marqué de voir. Ma mère, du coup, travaillait beaucoup quand j'étais jeune. Et ça m'a marqué de la voir repartir un petit peu de zéro et se retrouver dans cette situation où finalement, c'était vraiment pas un choix de vie en fait. Mm. Ouais, et t'as mentionné quelque chose effectivement qui est un de nos points communs, c'est ton enfance aux États-Unis j'allais dire un petit peu discuté, non, quand on a longuement discuté avant d'enregistrer cet épisode. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, on est resté 1 heure et demie au téléphone. On parlait justement de l'enfance aux États-Unis et t'as vécu 2 ans là-bas et j'avais envie que tu nous parles un peu de comment ça avait teinté ta vie après, teinté ou ouais, influencé ta vie. Hmm. C'est à la fois facile et difficile comme question pour moi parce que euh, il y a des réponses très immédiates. Donc, par exemple, le fait que j'ai toujours voulu repartir à l'étranger, mon attachement à l'anglais, qui est vraiment comme une deuxième langue maternelle pour moi, et d'ailleurs que j'ai choisi de parler à mes enfants depuis leur naissance. Et en même temps, je pense que ça a façonné ma vie de façon tellement puissante que je ne peux pas imaginer une version de moi où j'ai pas eu cette expérience. Mm. Donc, je pense vraiment que ça, un résumé, pardon, je cherche mes mots, un résumé de ça, c'est vraiment que je suis devenue, après cette expérience, un produit un peu plus hybride que juste française, je pense, culturellement. Mhm. Et ça fait à la fois que j'ai toujours eu une grande ouverture au monde et que j'ai toujours eu une capacité d'adaptation, comme beaucoup d'enfants expatriés, très forte. Donc, je suis vraiment un caméléon. Je peux me couler dans beaucoup de moules différents. Quand j'ai vécu en Italie pendant mes études, j'avais même
appris un petit peu de dialecte napolitain parce que j'ai des amis qui vivaient à Naples, à tel point qu'un jour des touristes français m'ont arrêté dans la rue en essayant de me parler en italien, donc c'était assez rigolo. Et voilà, donc j'ai ce côté-là, et en même temps, je me suis jamais vraiment sentie à ma place. Mm. Et je pense que je me suis sentie à ma place en arrivant à Brooklyn il y a 2 ans, Ouais. où dans cette ville, New York, où tout le monde est d'ailleurs, finalement, eh bien, j'avais l'impression d'être tout à fait à ma place. Et c'est long, 35 ans, pour se sentir à sa place. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr. On va en reparler de ton expérience à Brooklyn, mais je voulais qu'on parle de l'arrivée des enfants. On va Hmm. pas revenir sur le fait que c'est un bouleversement dans la vie, mais c'est chacune ou chacun le vit assez différemment. En quoi leur arrivée, au tien, quel âge ils ont déjà tes enfants? 4 et 7 ans. 4 et 7. En quoi leur arrivée a le plus profondément impacté ta vie à toi? Euh, je crois que ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de gérer la dépendance de mes enfants à moi Mm. et cette responsabilité à laquelle il devient impossible de se soustraire. Je ne parle pas seulement de la responsabilité au sens financier, parental, etc. Mm. Je parle vraiment de ce côté très viscéral qui fait qu'en fait, tu as créé un être, c'est quand même assez puissant comme truc, Mhm. et que quelle que soit la manière dont tu le prends, il n'y a pas d'échappatoire au fait que ton importance est centrale dans sa vie. Mm. Et je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre ce que je raconte, mais pour moi, c'était très angoissant. D'abord, je me suis mise à être très anxieuse parce Mm. que, parce que bah, comme toutes les mères, l'idée qu'il puisse arriver quoi que ce soit à mes enfants est évidemment la pire chose, la pire perspective en termes de malheur. Mm. Et puis, oui, il y avait ce côté, le fait de... Je suis quelqu'un qui déteste se sentir coincé Mm. dans une situation, dans une relation, dans un job. C'est vraiment, je suis extrêmement attachée à ma liberté. J'ai décidé d'être freelance il y a 11 ans et je sais que je ne reviendrai pas en arrière pour cette raison. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'en fait, bah, il y avait un lien auquel je ne pouvais pas me soustraire. Et c'est pas que j'en avais envie, évidemment. J'ai Ouais. désiré ces enfants, je les ai voulus, j'étais très heureuse de les avoir. Mais la puissance de ce lien était vraiment overwhelming, était vraiment Mm. très forte pour moi et très déstabilisante. Mm. Et maintenant, ça va mieux. Ça Ouais. va faire bientôt 8 ans que je suis maman en janvier. Mais ça a été effectivement, je pense, et surtout évidemment avec mon premier, le socle fondateur de la maternité pour moi, ça a été d'accepter cette dépendance, d'accepter cet engagement total vis-à-vis de quelqu'un, parce que you can't walk out of it. Tu peux Ouais. pas, en fait, il n'y a pas de situation où tu peux te soustraire à ta maternité. Tu peux la fuir, tu peux ne pas l'assumer, mais elle est quand même là. Mm. Et voilà, pour moi, ça a été ça. Ouais, je crois que c'est pas du tout bizarre ce que tu racontes là. Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront. Moi, la première, cette notion de, ouais, je crois que c'est ce que le mot que tu as employé, la dépendance, elle peut être parfois un peu étouffante, quoi. Je Mm. sais que là, on vient de passer un week-end tous les deux avec mon mari. Et qu'est-ce que ça fait du bien de ne faire ce qu'on veut faire quand on a envie de le faire, enfin de Ah, n'avoir personne qui dépend de toi pour ouais, vivre, quoi, pour manger, pour tout. Enfin, complètement. ouais. Donc là, c'est anecdotique ce que je raconte, mais je crois qu'on comprend très bien de quoi tu parles. Mm. Non, mais je pense Euh, que c'est assez révélateur parce que ce que tu viens de dire, personne ne dépend de toi pour manger. Et moi, c'était une autre chose aussi, c'est que de manière beaucoup plus concrète, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la routine. hmm, Alors, pas du tout. C'est vraiment, j'ai quelques routines dans ma vie à des moments très précis, donc j'ai tout un petit rituel du coucher, mais en dehors de ça, j'aime beaucoup changer. hmm, Et tu vois, par exemple, quand j'habitais à Paris, ça m'arrivait de changer d'itinéraire pour aller à mon bureau qui était à ouais, 5 minutes à pied de chez moi, ouais. juste pour pas prendre le même chemin tous les jours. Et or, il n'y a rien de plus routinier qu'un enfant. L'enfant adore la routine, en fait, concrètement. Ouais, C'est ouais. son kiff. Et donc ça aussi, c'est difficile à vivre quand c'est pas ton modèle. Hmm, Et là, tu vois, avec le confinement, hmm, il y avait beaucoup d'articles qui disaient c'est très important d'avoir
un planning, d'avoir des horaires, de s'y tenir, d'avoir une routine. Et pour moi, mais c'était l'enfer sur Terre, en fait. Ouais, ouais, C'était vraiment genre, ouais. mais je Ouais. peux pas faire ça toute la journée. Ouais, je comprends. Je comprends absolument. Euh, je voulais juste, la manière dont on s'est rencontrés, c'est assez rigolo. C'est par Instagram, parce que tu as fait un post il y a quelques semaines Mhm. sur bah, pile poil le sujet des équilibristes, à savoir comment ça se passe chez vous, là, le pro, le perso, tout le monde gère bien ou pas, et tu as eu un déferlement de réactions. Quelqu'un la communauté des équilibristes m'a partagé ton post en disant tiens ça peut t'intéresser tu disais des choses très intéressantes dedans et notamment tu parlais de cette injonction à vouloir tout mener de front, enfin, cette injonction et Mm. puis cette envie qu'on a intériorisée à tout vouloir tout mener de front, mais qui fait porter la responsabilité d'y arriver sur les femmes. C'est you can have it all if you try hard enough. Donc Mm, c'est mm. en gros si tu y arrives c'est grâce à toi et si tu n'y arrives pas bah, c'est de ta faute, t'as pas assez fait. Euh, et derrière ça, il y a quand même beaucoup la notion bah, d'épuisement face à ça. Et quand on préparait cet appel, tu me parlais d'épidémie de burn-out. Et je me suis dit, waouh, elle a raison en fait. C'est une épidémie de burn-out. Est-ce qu'on peut reparler un petit peu de ça? Comment ça t'est venu, cette formule et ce post? Comment t'as eu envie de poster là-dessus? Mm. Écoute, je crois que la prise de conscience pour moi autour de ça, elle a vraiment eu lieu quand je suis arrivée aux États-Unis. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, ma fille est née en 2016 et en août 2016. Et en fait, l'année qui a suivi, pendant 9 mois, on n'avait pas de crèche. On devait l'avoir et puis finalement, on a repoussé, repoussé, repoussé. Donc, on a attendu cette crèche pendant 9 mois. Moi, comme beaucoup de freelances et d'indépendants, ben, en fait, je me suis très peu arrêtée parce que c'est difficile, parce qu'on a toujours peur qu'on nous oublie, parce qu'on a des impératifs financiers, parce qu'on a une entreprise à faire tourner, des charges. Voilà. Et par-dessus le marché, s'est profilé notre départ aux États-Unis Mhm. et on a fait rénover notre maison à la campagne en même temps. Alors, vous me direz rétrospectivement, mais pourquoi vous avez fait tout ça en même temps? Bon, ça, c'était pas calculé, ça s'est un peu trouvé comme ça. Mhm. Donc, c'était une année épuisante. Et en fait, moi, j'ai poussé, 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 poussé. Et j'ai vécu cette année où mes enfants dormaient pas aussi, je crois qu'il faut le Ouais, dire quand même. Donc, ouais, ouais. big up à tous les parents qui nous écoutent, qui ont des enfants qui ne dorment pas. Je vous comprends. Mm. C'est l'enfer sur Terre. Et honnêtement, je pense qu'on ne peut pas le comprendre quand on l'a pas vécu, Ouais. parce que c'est une forme d'épuisement. On peut tout substituer quand on devient parent. On peut remplacer la vie sociale, on peut remplacer les hobbies, on s'arrange. Mais le sommeil, c'est pas substituable. C'est Mm. en fait, on en a vitalement besoin. C'est une fonction vitale du corps humain. Ouais. Et c'est l'enfer sur Terre de ne pas dormir. Et donc, j'avais tout ça qui s'était accumulé. Et en 2017, quand ma fille a repris la crèche, j'étais en train de me désagréger tellement j'étais épuisée. Et concrètement, ça se manifestait par symptômes physiques variés. En fait, ce qui se passe dans le burn-out, c'est que on arrive au burn-out quand on a ignoré tellement longtemps les signaux du cerveau qui dit Mm. bah là ça va plus, on est en surchauffe, les gars, ça passe plus, il faut Mhm. s'arrêter, que le corps prend le relais. Et Mm. moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, je disais à mon cerveau, non, mais tais-toi, on n'a pas le choix et il faut avancer. Allez, hop, on se lève, on y va. Et je commençais vraiment les journées en me disant, je ne peux pas affronter cette journée. Et évidemment, je le faisais quand même. Et donc, le corps prend le relais. Et moi, mon corps, j'avais des vertiges. Ça a duré peut-être 2 mois, vraiment la phase intense. Mais ça m'arrivait d'appeler mon mari et de lui dire, il faut que tu rentres. Là, je suis avec les 2 enfants. Donc, Esme avait moins d'1 an et James 4 ans, et je lui disais, il faut que tu rentres parce que en fait, j'ai tellement de vertiges que je peux pas me tenir debout. Oh là là. Ouais. Et c'est très effrayant, hein. Ouais, ouais, j'imagine. Donc, j'ai commencé à développer une angoisse autour de la santé à ce moment-là, mais on en reparlera. Ouais. Et bref, donc tout ça s'est accumulé, et puis bon, l'été est arrivé. Heureusement, l'été en France, c'est une période calme, donc je me suis vaguement reposée. J'ai promis de ralentir en septembre. J'ai fait ça pendant un mois, et puis après, je suis repartie un peu comme en 40. Et puis quand on est arrivé aux États-Unis en 2018, et ben là, tout à coup, privé de tous ces cadres et ces supports qui formaient le décor de ma vie, ce qui avait besoin de se relâcher en moi s'est relâché.
Mm. Je l'ai très mal vécu. Ouais. Vraiment. Pendant les 6 premiers mois, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis cassée, je ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui... Réparez-moi, je ne comprends pas pourquoi je m'écroule. Alors maintenant, j'en rigole parce que, effectivement, rétrospectivement, je me dis, bah oui, forcément, après l'année que tu avais vécue, c'était un petit peu attendu. Euh, mais sur le moment, ça a été extrêmement violent et j'avais vraiment l'impression, j'ai vécu pendant plus ou moins 6 mois, 8 mois, en me disant, c'est moi qui fais défaut en fait. Mm. Je suis dysfonctionnelle. Ouais. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi tout d'un coup je suis devenue incapable de gérer un rendez-vous dans ma semaine alors que j'avais des journées de boulot de 10 heures pleines et minutées? Pourquoi j'ai plus d'envie, plus de projets, hein? Moi, je suis un caractère un peu hyperactif, donc j'ai toujours 10 000 projets dans un coin de ma tête. Donc quand j'en ai plus, c'est vraiment bizarre pour moi. Mhm. Et je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Il a fallu bien 6 ou 8 mois pour que je me dise non mais en fait, donc en fait je courais derrière une, une espèce de chimère en me disant non mais il faut que je retrouve la personne que je suis, c'est pas normal, c'est pas moi ça. Mhm. Donc je cherchais des projets, j'essayais de me lancer dans ci, j'essayais de me lancer dans ça. Et en fait à chaque fois que j'essayais de me remettre entre guillemets au travail ou de me lancer dans un projet, ça allait la première journée et puis en fait à la fin j'avais juste envie de me rouler en boule sous ma couette et de ne plus sortir. Ouais. Euh, et, il a... et quand je me disais, bon ok, tu as besoin d'un break du boulot, très bien. Mais alors il faut profiter, hein. Tu es à New York, tu vas profiter. Ouais. Donc je me faisais des listes de musées, je disais, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Et Tu en sub- fait c'était juste une autre injonction quoi. Ouais, c'est ça. Tu substituais d'autres contraintes à celles que tu avais C'est avant. ça. Mm. En fait, je ne sais, enfin, je sais pourquoi, mais j'étais vraiment dans l'incapacité de me dire non, là, ce dont tu as besoin, c'est de ne rien faire parce qu'en fait, tu es vidé, donc il faut l'accepter et le vivre, et c'est pas très agréable, mais en même temps, c'est ce dont tu as besoin. Et il m'a fallu 8 mois pour me dire ça, 8 mois pour me dire, à un moment donné, je l'ai dit d'ailleurs comme ça à mon mari, je lui ai dit en fait, je crois que là, même s'il faut que je passe 3 mois à regarder des films sur mon canapé, bah, je vais le faire parce que je crois que j'en ai besoin. Et à Mm. partir du moment où je me suis dit ça, ça a commencé à aller mieux. Et donc, en fait, la prise de conscience qui a mené à ce poste 1 an et demi plus tard, c'est que quand j'ai commencé à vraiment accepter ce qui m'arrivait et accepter qu'en fait j'étais au bout du rouleau et que la raison pour laquelle j'arrivais pas à repartir, c'est que j'avais tellement brûlé, tiré sur la corde qu'il n'y avait plus de corde, plus rien, Mm. euh, j'ai commencé à réfléchir à la manière dont je l'avais vécu. Et tout à coup, je me suis sentie extrêmement en colère. Mm. Je me suis dit, mais en fait, ça fait 2 ans, depuis que j'ai 2 enfants, et pour moi, il y a vraiment, on pourra en reparler, mais je pense qu'il y a vraiment un cap quand tu passes au deuxième enfant. Ouais. Et il y a vraiment un cap aussi dans la manière dont la répartition des rôles au sein du couple Mm. s'effectue. Je me suis dit, ça fait 2 ans que j'essaye de faire rentrer un rond dans un carré. En fait, c'est juste pas possible d'avoir Mm. des journées de boulot de 10 heures, d'être présente auprès de tes enfants conformément aux injonctions maternelles aujourd'hui qui demandent aux mères d'être extrêmement investies, hein. Il Mm. faut savoir, je t'avais cité ça quand on s'était parlé, que, il y a une étude qui montre que les femmes aujourd'hui passent, je sais plus combien, je crois que c'est 30% de temps en plus avec leurs enfants que les femmes dans les années 60, Mm. où le taux d'activité féminine était bien moindre. Donc on a une forme aujourd'hui d'idéal maternel très investi, ce qui est bien, Mm. parce que je pense que c'est ce dont les enfants ont besoin, mais qui est en fait incompatible avec la manière dont on a construit les vies professionnelles et qui est incompatible avec le modèle capitalistique qui consiste avec ce modèle de long hours, qui Mm. consiste à dire, bah, si tu veux un job intéressant et bien payé et stimulant avec des perspectives de carrière derrière, en fait, forcément, tu dois bosser beaucoup. Ouais. Et donc, ce poste, pour revenir à ta question de départ, Mm. ce poste, c'était vraiment le fruit de ces réflexions-là. C'est qu'en fait, on dit aux femmes, oui, oui, you can have it all, tu peux tout avoir, bien sûr, organise-toi, fais des listes, fais comme si, prends soin de toi, sors avec tes copines, mais sois avec tes enfants, mais déconnecte le soir, mais en même temps, bah, sois Mm. présente et réponds de manière réactive. Et en fait, toutes ces injonctions, au final, partent de la même préconception qui est, c'est aux femmes de s'organiser. Mm.
Et en fait, eh bien, ma réalisation aux États-Unis, ça a été, eh bien non, je suis désolée, on ne peut pas faire peser la responsabilité de concilier une vie familiale très investie avec le modèle de parentalité actuel, qui concerne aussi les hommes, hein. Je pense que d'ailleurs, il y a une vraie envie de la part des hommes aussi d'avoir un vrai temps de qualité avec leur famille. Eh bien, on ne peut pas le concilier avec le modèle de vie professionnelle qu'on a actuellement sans une vraie volonté politique et sociétale, parce que c'est un problème politique et sociétal. Donc, tant qu'on continue à dire aux femmes, oui, mais tu peux y arriver, organise-toi, voilà, on ne fait que créer de la culpabilité, créer de la frustration, et ça donne cette épidémie de burn-out. Pourquoi? Parce que, regarde, les femmes n'ont jamais été aussi investies dans leur parentalité. En même temps, en parallèle, on est passé d'un modèle d'éducation des enfants dans les sociétés traditionnelles, mais même encore au XIXe siècle, où l'éducation du jeune enfant était finalement très partagée au sein des familles. Donc tout ne reposait pas sur le père et la mère, mais sur un cercle familial ou social beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle l'alloparentalité. Ce sont les gens qui ont une fonction parentale, mais qui ne sont pas les parents autour de la famille nucléaire. Donc on est passé de ça à un modèle où tout repose sur la famille nucléaire. Et ça, c'est une invention très récente qui s'est vraiment démocratisée, on va dire, après la guerre. Et en même temps, le taux d'activité féminine n'a jamais été aussi élevé et on n'a jamais travaillé autant. On n'est pas productif, on n'est pas plus productif, mais on n'a jamais travaillé autant en termes de nombre d'heures. Et ça, c'est un héritage des années 80 où on a commencé à dire, bah oui, pour avoir un job intéressant, il faut travailler jusqu'à 10h, 11h le soir. Et voilà, et tout ce mythe autour de Wall Street et du salarié toujours plus présent, toujours plus performant. Ouais. Donc, on a un mix comme ça. Et si tu rajoutes par-dessus, en plus, la tendance actuelle dans les sociétés occidentales de l'optimisation de soi, où même tes loisirs, finalement, ne sont plus juste des temps de loisirs, hein, les congés payés où tu t'arrêtais pour faire ton pique-nique sur le bord de la route, mais où il faut aller faire une retraite de yoga ou un truc de méditation, de développement personnel, bref. Donc, en gros, dans tous les aspects de notre vie, on est sursollicité. Donc, évidemment, au bout d'un moment, quand tu sollicites trop un mécanisme, ça passe plus. Il s'épuise. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et ce que j'adore dans ce que tu dis, et ce qui était un peu présent dans ton post aussi, c'est cette idée que les solutions à ça, elles sont collectives, elles sont pas individuelles. Et j'aime bien ce que tu racontes sur l'alloparentalité, parce que je pense que si il y a un truc que le confinement a révélé, c'est à quel point, même hors période de confinement, on compte pas beaucoup sur les autres. Enfin, tu vois, au quotidien, pour élever des enfants, je lisais... je suis une grande fan d'Obama. Je lisais la biographie, enfin l'autobiographie de Michelle Obama, dans laquelle elle raconte la manière dont elle a été élevée dans les années 60 à Chicago, et avec tout un tas d'oncles, de tantes, de grands-parents, de voisins. Et moi, c'est comme ça que j'ai grandi aux États-Unis aussi, où les enfants, ils sont vachement dehors, c'est la communauté qui aide, quoi. Enfin, moi, j'ai pas des souvenirs d'avoir été enfermée avec mes parents. Mais au contraire, d'avoir été très au milieu de plein d'autres adultes, etc. Et notre façon de vivre aujourd'hui, et ça m'intéresse aussi que tu nous parles par rapport aux autres cultures que tu as pu voir dans tes années d'expatriation, là. Est-ce que c'est un truc très français ou est-ce que c'est un truc occidental, cette façon de se dire, non, c'est à moi de gérer, j'ai voulu des enfants, c'est à moi de gérer... tu vois, de reprendre la responsabilité de manière individuelle ou sur le couple, hein, mais en tout cas de manière beaucoup plus restreinte que le village dont on parle tout le temps, mais qu'on voit très peu. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un côté très français, clairement. Et pour moi, j'ai découvert d'ailleurs la notion de communauté vraiment en arrivant aux États-Unis. Et ça a été une révélation pour moi. Il faut savoir que dans la culture américaine, on a souvent une vision en France d'un côté très individualiste, mais en fait, je pense que c'est parce qu'on a pris un filtre culturel qui est le nôtre, ce qui est assez normal. Mais aux États-Unis, comme il n'y a pas la structure de l'État qui soutient l'individu, comme dans les pays européens, eh bien, la communauté est extrêmement importante. Et donc, qu'est-ce que la communauté? Eh bien, en fait, tout peut faire communauté. La communauté, c'est à partir du moment où il y a quelque chose de partagé entre les individus, il y a cette notion de communauté. Donc, la communauté aux États-Unis, c'est plutôt les communautés d'ailleurs. Ça peut être le quartier dans lequel tu vis, ça peut être si tu es religieux, l'église que tu fréquentes, ou la mosquée ou la synagogue. Ça peut être ton groupe de peinture, ça peut être
l'école de tes enfants. En fait, n'importe quelle couche de ta vie sociale où tu es en interaction avec des individus et où il y a un intérêt, un moment partagé peut faire communauté. Mhm. Et là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que, eh bien, spontanément, dans cette notion de communauté, il y a la notion d'entraide et de soutien. Mhm. Donc, pour expliquer ça de manière plus concrète, parce que ça peut paraître un peu vague aux auditeurs français qui ne connaissent pas cette culture, eh bien, à Brooklyn, moi, là où j'habitais, il y avait un énorme groupe Facebook. Il y avait environ 6000 personnes dessus. Un groupe privé qui s'appelait Bococa Moms. Donc, c'était un peu la mom mafia du quartier. Bococa, c'est l'acronyme du quartier Boerum Hill, Cobble Hill et Carroll's Garden où j'habitais. Et en fait, ce groupe, c'était vraiment le café du commerce digital où il y avait de tout. Donc, ça pouvait être des posts pour dire ah, j'ai vu un type louche aux abords de l'école. Ça pouvait être tiens, je vends un matelas pour bébé. Ça pouvait être, alors là, je cite des exemples liés à la parentalité, mais il y avait d'autres choses non liées à ça. Et moi, ce qui m'a frappé là-dessus, ça a été vraiment mon laboratoire, ce groupe Facebook, pour observer et comprendre la culture de Brooklyn. Parce que, eh bien, en même temps, il y avait cette notion qu'on était tous, on faisait vraiment partie d'un tout, d'une communauté. Et du coup, ça arrivait très régulièrement qu'il y ait des messages pour dire ah, à l'aide, j'ai besoin de ça, est-ce que quelqu'un peut me le donner ou est-ce que quelqu'un en a un en rab? Et il y avait 15-20 messages immédiatement disant j'en ai un, j'en ai pas, mais ma belle-sœur en a un, attends, je te le ramène. Et on parle de gens qui s'étaient potentiellement jamais croisés dans la vraie vie, qui potentiellement ne se croiseraient jamais à part pour ça. Et en fait, ça m'a vraiment frappée parce que eh bien, moi, évidemment, en étant expatriée, j'avais pas du tout de soutien familial. On s'est fait rapidement des amis, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce côté, bon, sur qui je peux compter si j'ai vraiment un coup dur. Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement rassurant de me dire, waouh, il y a cette ressource, et si un jour j'ai un coup dur, si au milieu de la nuit, je dois emmener un de mes enfants aux urgences et que j'ai besoin d'en faire garder un, eh ben, il y a cette communauté de gens que je connais pas, mais qui finalement est très bienveillante, à qui je peux faire appel. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans la culture française. Et je pense que parce que historiquement, dans la culture française, la communauté, c'est la famille, les amis. Je pense pendant longtemps, ça a été la religion à travers la paroisse, pour en tout cas la majorité des Français qui sont de tradition catholique. Évidemment, ce n'est pas tout le monde. Mais on n'a pas vraiment su remplacer ces réseaux quand ils se sont détricotés. Et or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les grands-parents, c'est plus tout à fait les mêmes qu'avant. Alors, il y a des gens qui ont la chance d'avoir des grands-parents très investis, mais j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont dans un cas similaire, qui est les grands-parents, en fait, ils sont très en forme. C'est pas la même retraite que leurs parents à eux. Ils ont envie de profiter après une vie de dur labeur. Et finalement, bon, garder les enfants toutes les vacances scolaires, ça leur dit très moyennement. Ouais. Et donc, dans la culture française, je pense qu'on a vraiment ce truc de il faut pas montrer sa difficulté. Ouais. C'est perçu comme une faiblesse. Et c'est là où pour moi il y a une grosse différence avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, le discours, c'est pas une société plus égalitaire pour les femmes, je dirais même plutôt au contraire, je trouve que c'est une société plus dure. Mais par contre, le discours autour de ça est beaucoup plus libéré. Moi, c'est ça la révélation, c'est ce que les États-Unis m'ont apporté, c'est de pouvoir en parler. Et c'est aussi ce qui m'a, pardon, je pense en franglais, lead, ce qui m'a mené à ce poste. C'est vraiment le fait de dire, mais en fait, le premier step pour libérer les femmes, c'est déjà de libérer la parole. Parce que quand tu vis dans ce truc où tout le monde doit faire illusion, et c'est un peu, tu le retrouves d'ailleurs de manière un peu plus futile dans le mythe de la française, tu sais, la Caroline de Maigret qui se lève et elle est parfaitement coiffée, décoiffée, alors qu'en fait elle a passé 45 minutes à se préparer. Genre, ouais, cette vieille chemise, non, ça traînait dans mon placard. Ouais, bon, tu parles. Mais en fait, le problème, c'est que ça s'applique un peu dans tous les aspects de notre vie. Et du coup, quand tu fais poser ce modèle-là, où il faut toujours un peu avoir l'air de s'en sortir. Je sais pas, moi je me souviens par exemple quand mon fils était bébé, donc mon fils a mis très longtemps à faire ses nuits. Il a fait ses nuits genre à 1 an, je pense. Et à partir de 3 mois, les gens me disaient
Oh, bah, il a 3 mois, il fait ses nuits maintenant. Ouais. Et t'es là, non, Bah non. non, mais alors non. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est rigolo parce que c'est l'inverse absolu. Enfin, moi, je voyais mes copines américaines, genre, les enfants, c'est pas attendu qu'ils fassent leur nuit avant 1 an. Mais bien sûr. Et tout le Mais monde, et parce que tout est c'est une organisé autour de réalité ça. Mais oui, physiologique. physiologique, en fait, C'est dans la ça. vraie vie. Dans la vraie vie. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, il y a ce... Je pense que ça nous dessert Mm. et l'envie de faire ce post, c'était vraiment de commencer à mettre ma toute petite pierre en disant, OK, en fait, voilà mes réflexions et moi j'ai envie de vous le dire de manière très cash. Et je m'attendais à ce qu'il soit bien reçu, hein, soyons clairs. Je sais que c'est Oui. un message qui résonne chez beaucoup de gens qui me suivent. Là où ça m'a surpris, c'est l'ampleur en fait, et surtout c'était le côté, c'est le nombre de personnes qui m'ont dit ah mais merci enfin quelqu'un qui le dit, parce que j'avais pas l'impression non plus de dire un truc complètement nouveau ni Oui. révolutionnaire, tu Ouais, vois. ouais. Et en fait, quand je lisais les messages, vraiment, il y avait des gens pour qui c'était waouh, merci de le dire, personne ne me l'a dit, tu vois. Ouais, et ce qui est drôle, et ça on en avait parlé aussi en off toutes les deux, mais ce qui est marrant, c'est que dans cette manière de parler de maternité sur les réseaux sociaux, qui est un miroir grossissant, je pense, de ce qui se passe dans la société, mais il y a soit d'un côté, ben, oh, la maternité c'est formidable, je suis épanouie, enfin vraiment des discours très... bah, c'est simple, tu vois, en gros, si t'y arrives Mm. pas, c'est que doit y avoir un problème avec toi, quoi. Mm. Soit à l'inverse, des trucs très très trash ou négatifs en mode j'en peux plus mes enfants, machin, hein, dans lesquels on se reconnaît pas forcément. Et je pense que le juste milieu de dire bah en fait je suis très heureuse, mais c'est pas forcément simple pour autant. Tu vois, enfin toute cette zone grise entre des choses assez caricaturales et extrême, elle est peu explorée en fait. Et c'est ce que tu as fait avec ce poste en fait, c'est de dire, ça Mm. n'empêche pas, on peut aller creuser la complexité de ce problème-là, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est aussi parce que la structure des réseaux sociaux, Ouais, le fait qu'Instagram ait pris le pas beaucoup sur des formats plus longs, bah, quand tu es dans un format court, c'est difficile de laisser de la place à la nuance. absolument. Et d'ailleurs, je peux te le dire parce que moi, quand j'écris mes posts, je dois les réécrire 5 fois avant d'arriver Ah à ouais, rentrer dans la ouais. limite Je, de caractères je vois bien. d'Instagram. Je vois bien le truc. Tu sais, je recoupe. Ouais. Bon, alors, ouais, là, il y a un article, il n'est pas indispensable, je vais le couper. Oh, une abréviation, là, ça passe, ils vont comprendre. Voilà, c'est ça. Ouais, je Non, vois je bien. pense que Mm. les réseaux sociaux, malheureusement, n'encouragent pas la nuance. Mm. Or, c'est comme tous les sujets complexes, bah, il faut de la nuance pour le Mm. traiter. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je dirais même qu'il y a 3 modèles, pour résumer aujourd'hui, de Mm. la maternité. Il y a ce que j'appellerais le modèle de la maternité triomphante, Mm. qui aujourd'hui s'incarne dans les traits de l'entrepreneuse, hein, parce que Mhm. l'entrepreneuriat, c'est devenu sexy. Mhm. Rappelons-le, l'entrepreneuriat n'est pas si sexy que ça. Ouais, ouais, ouais. Mais Mm. ça convient à certaines personnes, mais c'est pas la panacée non plus. Mm. Donc la maternité triomphante, qui est l'entrepreneuse, qui a 3 enfants, qui a l'air de super bien gérer, qui est malgré tout toujours très inspirante, bien coiffée, bien maquillée. Et voilà, et celle-là, on la retrouve quand même un peu à longueur de médias. Mm. Et j'ai envie de dire tant mieux pour elle, parce que c'est chouette de voir des femmes qui réussissent. Euh, et c'est inspirant. Je trouve que là où il y a un vrai problème pour moi, c'est par contre que, bah, en fait, concrètement, quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup, hein. Je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui font des petites journées. Mm. Et que bah, si ça marche pour toi, c'est soit que tu acceptes derrière d'avoir un modèle où tu es beaucoup soutenu par des nounous et des aides extérieures, et c'est ton choix, et tant mieux, ou tu as une famille qui est très présente, ou tu as un mari qui, lui, bah, s'est peut-être mis en retrait au niveau de sa vie professionnelle et s'est investi. Mais en gros, là où j'ai un problème, c'est de faire croire que ce modèle marche si tu n'as pas ce système de support derrière. C'est Mm. pas vrai. Mm. Je vais le dire tout net, c'est pas vrai. Mm. Ouais, ouais. Et pour le coup, j'évolue dans un milieu d'entrepreneurs depuis 15 ans Mhm. et je ne connais pas une seule personne qui soutient ce modèle en étant très investie auprès de ses enfants, en étant tout le temps Ouais. là le soir.
c'est juste pas possible. Non, ça marche pas. Donc, Ouais, d'accord. le point n'est pas de juger ces femmes, le point est de dire, par contre, n'allez pas dans les médias raconter comment vous avez trouvé la formule magique pour Mm, concilier votre vie privée et votre vie professionnelle, parce qu'en fait, ces circonstances très particulières, ce soutien que vous avez, c'est formidable, mais ça ne s'applique pas à la majorité des femmes. mm, Après, il y a le modèle, comme tu dis, de la mauvaise mère. Donc là, on en rajoute des caisses, d'ailleurs, qui a été popularisé aussi hein, dans les films américains. Il y avait mm. Bad Moms et Bad Moms 2, parce que oui, j'ai regardé les deux. Qui effectivement fait rire et décomplexe, mais en même temps, je pense, correspond pas à la majorité des femmes non plus. Mm. Parce que, en fait, quand même, dans l'ensemble, on aime nos enfants, on n'a pas forcément envie de se mettre à picoler des martinis à 10 heures du matin avec nos copines. Et puis, enfin, il y a le troisième modèle qui est très représenté sur Instagram, qui sont des mères très investies dans leur maternité, très épanouies par leur rôle parental. Du coup, avec pas forcément un rôle professionnel très développé à Oui. côté, parce qu'à un moment donné, tes journées font que 24 heures, comme tout le monde, et puis il Mm, faut que tu dormes, hein, comme on l'a dit précédemment. mm. Et encore une fois, pour moi, vraiment, le but n'est pas de pointer du doigt et dire, ah, mais elle fait comme ça, mais elle fait comme ça. Non, c'est l'inverse. En fait, c'est à chacun ce qui lui convient. Mais il faut foutre la paix aux femmes et il faut leur donner les conditions de ce choix. Mm. Donc, en fait, si tu es heureuse à être super investie avec tes gosses, à faire des cabanes en mousse dans le jardin pendant le confinement et à ramasser des marrons pour en faire des personnages, mais c'est génial, mais c'est canon. Et puis moi, j'adore voir tes photos, c'est beau, c'est inspirant, Mm. c'est léger. Mais moi, je fais ça pendant 3 jours et après, j'ai envie de me pendre. Je suis Mm. désolée. Ouais, ouais. Et c'est pas parce que j'aime pas mes enfants ou parce que j'aime pas les marrons. Mm. C'est juste parce que c'est pas un modèle, c'est Qui te pas un convient. modèle Mm. qui me convient. C'est pas un modèle dans lequel je m'épanouis. Et je trouve que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, bah, quand même, pour beaucoup de femmes, le juste milieu il est quelque part entre ces différents modèles Ouais, et que, en fait, la société actuelle ne leur donne pas les conditions pour le vivre sereinement. absolument. Absolument. Et il y a un rôle clé, enfin une personne clé pour les personnes qui sont en couple, mais qui est le conjoint, dont on a parlé un peu en passant à plusieurs reprises, mais j'avais eu cette discussion avec une invitée où on parlait de couple à double carrière, et elle me disait oh il y en a pas tant que ça, et je suis pas du tout d'accord. Autour de moi je ne vois que des couples à double carrière. Enfin, Mm. ça veut pas forcément dire de PDG ou voilà, mais en tout cas deux personnes dont la carrière demande un certain investissement. Moi j'en vois énormément. Mm. Et c'est là où ça coince. C'est pour en revenir à ce que tu disais avant. Il y a un peu cette notion. Bon, moi aussi, je suis très Jean-Claude Van Damme, donc c'est un peu something's got to give. C'est où est-ce que ça lâche en fait? Où est-ce qu'il y a du mou? Où est-ce qu'on crée du mou? Et dans ton cas, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'expatriation que vous avez vécue en famille, parce qu'elle a été motivée, il me semble, par le travail de ton mari. Et Mm. comment ça s'est passé pour toi? Parce que voilà, je sais que je sais que c'est un sujet pour beaucoup de femmes. J'ai une Ouais. amie qui vit exactement la même chose en ce moment. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, il y a plein de choses dans ta question. Ouais. Je vais commencer par reprendre sur ce côté couple à double carrière, Mm. qui est un modèle que j'observe beaucoup autour de moi. Alors après, je pense qu'on est forcément biaisé par le milieu dans lequel on évolue. Et voilà. Mais effectivement, je crois que ça concerne quand même beaucoup de familles, ne serait-ce que pour des impératifs économiques. On n'est Ouais, pas ouais. tous en mesure de vivre sur un seul salaire. Mhm. Euh, je pense qu'il y a clairement, pour moi, ce que j'ai observé, et pareil, c'est à peu près au même moment aux États-Unis quand j'ai eu toute cette réflexion sur la société, c'est qu'en fait, il y a un basculement qui se produit. Et c'est là où on revient sur la question du rôle de la société, c'est qu'en fait, j'ai autour de moi beaucoup de couples qui sont un peu comme nous, tu vois, plutôt paritaires dans l'ensemble, qui le premier enfant arrive, on continue à partager les tâches, monsieur est investi. Voilà, il y a quand même, il faut le dire, hein, la plupart des hommes aujourd'hui ont envie d'être présents pour leur famille, ils n'ont pas envie de passer leur soirée au boulot ou de Mhm. rater les jeunes années de leurs enfants. Donc ça, c'est le premier enfant. Et puis arrive le deuxième, puis peut-être le troisième. Et là, il y a un basculement. Parce qu'en fait, ça devient plus compliqué. Parce que déjà, essaye de refiler. Alors déjà, refiler un gosse à tes grands-parents, c'est compliqué. Mais alors deux, bonne chance. Mhm. À tes parents, je veux dire, aux Ouais. grands-parents. Euh, et puis,
Bah forcément, qui dit 2 enfants dit 2 fois plus de jours d'enfants malades, 2 fois plus d'activités, de Mm. rendez-vous de pédiatre, de playdate, d'anniversaire, de tout ce que tu veux. Tu multiplies Oui. la charge par 2, Et c'est puis de mécanique. sollicitations, de De temps. Ouais. sollicitation, Mm. voilà. Et quand j'étais aux États-Unis, je me souviens d'avoir lu un article dans le New York Times qui parle d'un couple comme ça. Donc tous les deux font leurs études brillantes d'avocat à Harvard, ils sortent diplômés en même temps, ils travaillent tous les deux dans un super cabinet à la sortie de leurs études. Et puis flash forward 10 ans plus tard, eh bien, ils ont 2 enfants. Lui est toujours dans une carrière supersonique où il passe ses soirées au bureau, il voyage tout le temps et il fait des long hours. Mm. Et elle travaille pour la municipalité dans un job à mi-temps pour pouvoir être présente auprès de ses enfants. Mm. Et l'article décrivait ça, justement, parlait de cette culture des longues heures, en disant que c'était une culture vraiment qui s'était développée à partir des années 80 et expliquait comment ça a beaucoup pénalisé les femmes dans le travail parce qu'à un moment donné, eh bien, quand tu es en couple et que tu as des enfants, soit tu payes des nounous pour élever tes enfants. Mm. Donc, déjà, il faut en avoir les moyens et puis il faut en avoir l'envie. Ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu que mes enfants soient élevés par des nounous. Je ne juge pas les personnes qui le font, c'est leur choix. Et je pense qu'il vaut mieux des parents épanouis pour les enfants que des parents Ouais, ouais. frustrés. Tout à fait. Voilà, mais Omniprésent, ouais. Mm. voilà, moi, c'est pas mon choix. Mhm. Et donc, soit tu payes des nounous, mais il faut le pouvoir financièrement. Mhm. Soit à un moment donné, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un, c'est comme tu dis, something's gotta give. Il faut Mm. bien qu'il y ait quelqu'un qui lâche. Mm. En fait, et c'est là où le basculement s'opère, c'est que bah, comme les femmes sont payées 20% de moins que les hommes, Mm. qu'elles sont poussées par la société, elles sont poussées par tout ce qu'on a intériorisé en termes de rôle maternel et parfois par leurs envies à être celle qui naturellement prend le lead sur la parentalité, eh bien dans 90% des cas, c'est pas une vraie statistique, hein, mais je veux dire dans la majorité des Ouais. cas, c'est la femme qui se met en retrait. Et tout d'un coup, quand j'ai lu cet article, qui faisait écho à ce que j'observais autour de moi, hein, Mm. c'était toutes mes copines qui avaient toujours une vie très active, puis là on arrivait à 35 ans, Mhm. âge moyenne, deuxième enfant, et puis tout d'un coup tu vois toutes ces nanas qui passent à mi-temps ou qui prennent un job moins intéressant ou qui se retrouvent un peu placardisées ou qui se lancent à leur compte parce qu'elles n'arrivent plus à trouver un équilibre dans le salariat. Mais finalement, c'est pas facile de se lancer à son compte, hein. C'est Mm. très glamour aujourd'hui quand on le regarde dans les médias, mais Mm. le stress d'être freelance et de faire rentrer de l'argent tous les mois et de gérer des horaires parfois compliqués, c'est pas évident non plus. Mhm. Et donc tout d'un coup, je me suis dit, waouh, what happened? Mm. Like, Mm. c'est pas un choix en fait. Et nous, dans notre couple, on n'a pas choisi de plus être sur un pied d'égalité. On s'est pas dit, ah bon, alors maintenant on a 2 enfants, donc Ouais. toi, tu vas bosser plus et puis moi, je vais bosser moins parce que comme ça, j'aurai la flexibilité de gérer les jours enfants malades et les imprévus et les aléas. Et en fait, c'est ça qui a déclenché cette réflexion sur le rôle de la société, c'est que, eh bien, en fait, je pense que c'est beaucoup de couples aujourd'hui Mm. où il n'y a pas de choix conscient du couple de se dire on va instaurer ce déséquilibre, mais simplement la manière dont notre société est configurée, le pay gap, la différence de salaire Ouais. entre hommes et femmes, la difficulté d'accès à des modes de garde ou à un soutien familial font que ça s'organise comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de couples, si on leur donnait le choix, un vrai choix, ne feraient pas forcément cette bascule-là vers un déséquilibre homme-femme. Il y a, si on leur donnait le choix, il y a aussi la question de faire les choses, tu sais, enfin, j'allais dire en conscience, mais pas dans le sens pleine conscience, machin, plus dans le sens by design. Enfin, tu vois, vraiment Mhm. par choix réfléchi et non par... Enfin, cette notion de réinterroger ce qu'on fait très régulièrement, elle me semble hyper importante aussi, tu vois. Mhm. Euh, de se demander si la pente sur laquelle on est, elle nous convient, si, au niveau du couple et individuel, bien sûr, mais... Tout à fait. Et donc toi, quand t'es arrivé, quand vous êtes arrivé aux États-Unis, tu me racontais, tu me disais en fait, il faut pas se leurrer, là, installer une famille dans un nouveau pays, c'est 6 mois, c'est un job à temps complet pendant 6 mois. Oui. Ouais. Euh, bah, je pense que pour faire écho juste à ce que tu viens de dire,
pour moi, il y a quelque chose de très important que j'ai baptisé le pacte de couple. Ouais. Et c'est vraiment exactement ce que tu dis, c'est Mm. comment consciemment tu décides Mm. d'organiser ta vie familiale. Et je pense que chacun son modèle de pacte de couple. Tu Mm. vois, encore une fois, hein, j'espère que personne ne m'écoute en se disant waouh, elle me juge parce que moi j'ai choisi Non, d'être en retrait de ma carrière. C'est je pense vraiment pas pas. le cas. Je Mm. suis vraiment, pour moi, le féminisme, vraiment, c'est créer de la liberté pour les hommes comme pour les femmes. Mm. Et cette liberté, elle passe par la liberté de choix. Mhm. Donc nous, pour répondre à ta question sur l'expatriation, eh bien, en fait, on a très mal géré notre pacte de couple au moment du départ parce que, eh bien, on ne s'attendait pas du tout à l'impact que ça allait produire sur notre répartition des rôles, sur Ouais. notre vie de famille, sur notre vie de couple. Mm. Et on se l'est pris en plein dans la poire. Ouais. Parce qu'en fait, bah oui, effectivement, quand tu t'expatries, il faut savoir que le trailing spouse, donc celui qui suit, Déjà, euh, l'expression, elle est horrible. l'expression est C'est horrible, t'as affreux, l'impression quoi. d'être accroché, tu sais, à un filin, genre, Viens! Ouais, avec une laisse, quoi. Oh, c'est c'est horrible. ça. Oh mon Dieu. Mm. Non, c'est affreux. Et donc, le trailing spouse, ce pauvre être, eh bien, en fait, il faut voir que quand tu déménages à l'étranger, très souvent, celui pour qui tu pars, bah, tout d'un coup, son job est très prenant parce Mm. que installer un poste à l'étranger, que ce soit pour un entrepreneur, comme c'était le cas pour mon mari, ou dans une entreprise, c'est un gros investissement. Mhm. Donc, en fait, bah, derrière, il y a des grosses attentes et il y a des gros enjeux de réussite et des enjeux économiques. Euh, Très souvent, tu te retrouves, celui qui travaille se retrouve à voyager beaucoup. Ouais. Ça vient un peu avec le package. Donc, moi, je suis passée de ma vie à Paris où toutes mes copines travaillaient euh, dans un milieu, on va dire, assez homogène. Effectivement, je crois que j'ai une amie qui était femme au foyer Mm. et les autres, on bossait en fait. Et Mm. tout d'un coup, je me suis retrouvée dans cette vie de femme d'expat où la plupart des conjoints sont des conjointes, Mhm. ne travaillent pas parce qu'en fait, bah, c'est compliqué de retrouver, parce que retrouver un niveau de carrière dans un nouveau pays, c'est pas évident parce que en fait, le conjoint voyage, donc elle se retrouve à être en première ligne du front familial et que ça prend énormément de temps Mhm. parce que la culture du pays d'accueil est différente. Donc, l'exemple que je disais en rigolant, c'est en France, l'investissement parental à l'école, c'est tu viens une fois dans Ouais. l'année à la chorale et Et t'es si tu content. fais une Ouais, sortie t'as coché scolaire, la case. Ouais. t'es genre la super mom. Et aux Ouais. États-Unis, toutes les semaines, t'es là à faire des bake Cupcakes. sales, des activités, des trucs. Ouais. Bref, C'est vrai que la donc, pression est vachement plus forte hmm. sur ce qu'on attend des mères et de leur investissement. Ouais. Non, mais je me souviens d'un matin où je devais amener les cupcakes. Mm. J'avais prévu de les faire moi-même parce que Mm. j'étais à fond dans. Donc, je devais amener des cupcakes pour l'anniversaire de mon fils, pour sa classe. Tu dois les Mm. déposer le matin. Mhm. Et j'oublie complètement, mais complètement. Et tout d'un coup, mon mec m'appelle en disant, au fait, il y a un truc dans l'agenda, Cupcake James, tu l'as fait? Et je me suis retrouvée dans un état de stress de ne pas avoir fait ce truc. Ouais. Je pense comme j'en ai rarement vécu dans ma vie professionnelle. Ouais. Et j'ai fini par commander un coursier Deliveroo. J'ai claqué une fortune pour faire livrer des cupcakes à l'école que j'ai dû guider parce qu'ils ne trouvaient pas l'entrée. Et le tout, mais vraiment dans un état de stress, comme si ma vie en dépendait, tu vois. Ouais. À me dire, putain, je peux pas être la mère qui, pour le restant de Qui a l'année, est oublié la les mère qui n'a pas cupcakes. fait livrer les cupcakes. J'assume pas, on est en janvier, il me Bah reste ouais. 6 mois à tirer. C'est pas possible. Ouais. Ouais. Et, euh, et tout ça pour des cupcakes que mon fils n'a pas aimé en plus. C'est quand même. Ah, ça fait bien la peine, tu vois. Ouais. Tout ça pour dire, bref, donc Mm. revenons à nos moutons. Mais tu te retrouves dans ce rôle-là, tu te retrouves dans un milieu où il y a plein de gens qui ne travaillent pas, donc déjà c'est un choc culturel. Et puis aux États-Unis, il y a beaucoup de mères qui s'arrêtent, notamment parce que le Mm. coût de la garde est tellement prohibitif que à un moment c'est aussi un choix financier. Et je ne m'y attendais pas du tout. Parce que tu m'as dit, ah, vous êtes parti pour le boulot de ton mari. Alors c'est vrai que c'est ce qui a rendu notre expatriation possible. Mais Mhm. concrètement, la raison pour laquelle on est parti, c'est que moi, ça fait 10 ans, même 12 ans maintenant, que je voulais repartir vivre à l'étranger. Ah ouais, d'accord. Et quand j'ai rencontré mon mec, je l'ai rencontré en juin. Et en fait, 2 mois auparavant, en mai, j'avais dit à ma meilleure amie, écoute, si rien ne change, je plaque tout, je pars vivre à New York.
je m'en fous, je trouverai un job de serveuse, mais je veux partir. Mm. Bam. Et donc, il m'a fallu 10 ans et 2 enfants pour y arriver. Ouais. Et il faut savoir que pendant 10 ans, on a essayé, on a envisagé plein de possibilités. À un moment donné, c'était Bruxelles, à un moment donné, c'était l'Australie, bref. Et donc, le moteur de cette expatriation, c'était moi, en fait. Ah Même si ouais, c'était grâce à son job, c'était vraiment d'accord. moi qui avait ce désir hyper ancré, hyper profond, hyper vital. Donc c'était un Et projet de donc, famille, vraiment. Enfin, c'était... ouais, 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 ouais. complètement. C'était, je Mm. voulais que mes enfants puissent vivre ce que j'avais vécu. Ouais. Je rêvais de New York, j'ai toujours rêvé de New York. Mm. Et donc, en fait, j'ai pas du tout, moi, dans ma tête, je me suis pas du tout dit, je suis mon mec et puis je vais faire femme d'expat pendant 2 ans, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'était genre même pas un scénario que j'avais envisagé. Et Ouais. quand c'est arrivé, bah, ça m'a fait très très mal. Je comprenais Mm. pas ce qui m'arrivait. Et ça, je pense que c'est une dimension de l'expatriation. Et pourtant, comme je suis un peu nerd, j'avais évidemment lu plein de trucs. Mhm. Et c'est un truc dont on parle pas du tout. Mm. Alors que je pense que c'est très violent pour beaucoup de femmes. Mm. Et tu as des femmes qui laissent des carrières vraiment avec des postes à responsabilité. Il y en a qui sont ravis parce que quittent un job qui les intéressait pas, mais tu en as plein qui quittent des jobs qui leur plaisaient, des carrières qui leur plaisaient. Mm. Et c'est un vrai sacrifice, effectivement, de faire ça. Sachant qu'en plus, bah, même si tu peux chercher du boulot là où tu es, déjà, il faut avoir le visa qui le permet. Aux États-Unis, Mhm. c'est toujours un peu compliqué. Aux Pays-Bas, évidemment, en tant que citoyenne de l'Union européenne, c'est pas un problème. Mais tu as le fait que ton expérience n'est pas forcément reconnue, qu'il y a la complexité de te refaire un réseau. Donc, oui, dans l'expatriation, en gros, on met un sacré coup dans l'aile à l'équilibre dans le couple, pour faire court. Ouais, en 2 mots. En 2 mots. Et on a beaucoup parlé des États-Unis, mais vous vivez aux Pays-Bas depuis quelques mois, même si c'est dans des conditions étranges avec le confinement et tout. Mais qu'est-ce que tu as vécu en arrivant là-bas, enfin, sur toutes ces questions de prise en compte de la vie personnelle des femmes, enfin des hommes et des femmes qui travaillent, ou même ton expérience d'expatriation là-bas. Qu'est-ce que tu as observé ces derniers mois? Écoute, bon, j'ai peu de recul parce que ça fait que 3 mois qu'on est là. Et puis, comme tu le dis, déménager en pleine pandémie, c'est une expérience un peu à part. Mais je suis en train de découvrir un autre monde, Mhm. justement, par rapport à la France et aux États-Unis. Aux Pays-Bas, la famille est très centrale et c'est une vraie valeur, en fait, sociale. Et justement, on retombe sur notre question de l'importance des choix de société, des choix politiques. Et sans pouvoir prétendre connaître encore très en profondeur, j'observe quand même que l'équilibre vie privée, vie pro est central dans la vie des Néerlandais, Mhm. qu'ils, du coup, ils investissent beaucoup d'énergie à le créer, à le rendre possible. Et du coup, bah, ça donne un pays où c'est pas du tout anormal de terminer très tôt. Donc les Mhm. gens, tu peux sortir à 5h, 5h30 du bureau, c'est pas du tout choquant. Ou le fait de travailler à 4/5e est très répandu. Donc tu as énormément de gens qui prennent une journée pour s'occuper de leurs enfants, aussi bien hommes que femmes. Ils appellent ça le mamadag ou le papadag, le jour de papa, le jour de maman. Les grands-parents néerlandais sont souvent présents. Donc, c'est mes voisins, par exemple, pour prendre un exemple assez concret, tous mes voisins néerlandais, les grands-parents prennent les enfants au moins une fois par semaine Ah oui. à la sortie de l'école ou de la crèche. Et donc, en gros, toute la société s'organise dans cette idée que la vie de famille, le temps de présence en famille, le temps passé en famille est fondamental. Oui. Et ben, ça fait une sacrée Ouais. différence, en fait, quand tu viens de France et des États-Unis. Tu te dis, waouh, c'est bien votre truc, ça a l'air pas mal, dites-moi en plus. Donc, c'est pas parfait, évidemment, hein, mais en tout cas, ça montre que quand il y a la volonté, il y a un autre modèle est possible. Et les Pays-Bas sont l'un des pays les plus riches du monde, l'un des pays les plus productifs du monde. Donc, c'est bien la preuve que le nombre d'heures travaillées dans la journée n'est absolument pas un indicateur ni de la productivité, ni de la richesse, ni de la performance. Je pense qu'il y a vraiment avant tout un shift culturel à opérer parce que clairement, bah, dans les pays scandinaves, on parle tout le temps du modèle suédois, du modèle norvégien, des congés maternité et paternité à rallonge. Alors, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, le congé maternité est aussi court qu'en France. Hein, donc, Mhm. vous voyez, c'est pas parfait partout. Mais en tout cas, il y a l'idée que, effectivement, eh bien, tu es présent auprès de ta famille et que c'est normal et que c'est important. Ouais.
Et moi, ça m'a fait un bien fou. Bah, Pardon. ouais, non, je comprends tellement. Et c'est en t'écoutant, je repense à juste après avoir accouché de mon premier, j'ai une copine qui m'avait prêté le bouquin de d'Elisabeth Badinter, Le conflit, La femme et la Mhm. mère. Tu l'as lu ou pas? Non. Ah, ça te plairait. C'est Ok. fascinant parce qu'elle elle raconte vraiment d'où est né culturellement ce conflit, parce que je sais pas trop comment on peut l'appeler autrement, mais entre le rôle et les responsabilités de femme et les rôles et les responsabilités de mère. Et elle Mhm. raconte à quel point dans la société française, depuis le 17e, l'enfant est perçu comme une charge, enfin tu vois, quelque chose qui est distrait de la vie d'adulte, qui est Mhm. une gêne dans la vie d'adulte. Et donc elle raconte comme les bourgeoises, tu vois, confier les enfants à des nourrices. Mhm. Et c'est vrai on a cet héritage-là de l'enfant l'enfant qui gêne. Enfin, combien de fois, enfin c'est un sujet infini, mais tu vois, combien de fois on peut aller dans des endroits a priori pensés pour des adultes, mais où on sent tellement qu'on gêne avec ses enfants, au Tout à resto, dans fait. des musées, alors que dès que tu pars un peu à l'étranger, on est toujours frappé par la gentillesse des gens à l'égard des enfants à l'étranger. Ouais. Alors qu'en France, on te fait vraiment comprendre que t'embêtes les gens quand tu débarques avec tes Ouais. enfants. Et c'est pour ça que je me dis, je suis d'accord avec toi, c'est un shift culturel, même encore plus que politique, parce que foncièrement, la famille, enfin toutes les responsabilités en dehors du travail ou de la vie sociale perçoivent les enfants comme pas une gêne, le Complètement. mot est fort, mais quand Ah bah même si, quoi. l'enfant français idéal, on doit, on ne doit pas le voir, pas l'entendre. Ouais, Il peut faire une apparition bien peignée, habillé ouais, en jacadi ou en bon point de la tête aux exactement ce que pieds. j'allais dire. J'aime bien ces deux marques, hein, je vais critiquer pas, T'imagines, ouais, mais mais c'est t'imagines les ça. cheveux bien collés, bien lissés. Oh, comme il est mignon! Voilà, c'est Ah, il y a ça. un mot que je déteste, c'est le mot sage. Tu sais, sois sage. Ouais, Oh, ouais. j'ai horreur de Mais ça quand on dit ça aux d'ailleurs, enfants. un truc qui est assez rigolo, pour Mm. dire à quel point le gap culturel est important, Ouais, en anglais, il n'y a pas vraiment de mot pour dire bêtise. ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, moi, en fait, pendant longtemps, je disais à mes enfants, No, this is a bêtise. Parce que je trouvais pas la meuf complètement ridicule. Parce que je trouvais pas l'équivalent, en fait. Oh, c'était tellement chic ce que tu disais. This is very chic, Oh my absolutely. God. Mais oui, mais c'est vrai. Mais il Mais n'y a ouais, pas cette notion. ouais. Et c'est très vrai ce que tu dis. Et Mm. effectivement, eh bien, en tant que parent français, tu es jugé sur ta performance parentale, Mm. excuse-moi du mot, Si, c'est ça. par, on va dire, par la manière dont ton enfant Se évolue dans tait, l'espace public et concrètement ferme sa gueule. ferme sa gueule, ne pose aucune question et ne dérange pas les adultes. Oui, fais pas trop de bruit, joue Mm. sagement, ne cours pas. En Mm. gros, et tout sauf un enfant, hein, concrètement. Ouais, c'est ça. Donc, en tant que parent français, tu es jugé là-dessus. En tant que Mm. parent américain ou parent néerlandais, les deux sont assez différents dans plein de choses, mais là-dessus Mm. se rejoignent. En fait, un enfant est un enfant. Mm. Et ta performance de parent, c'est de laisser tes enfants s'épanouir, exprimer leur personnalité, être libres, faire leurs propres expériences, se découvrir, affirmer leur autonomie. Et c'est là-dessus qu'on va te juger. Ouais. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que quand tu vis aux États-Unis, tu deviens un peu schizophrène en tant que mère française parce que, non mais c'est vraiment ça, Ouais. parce qu'en fait, bon, en tout cas, moi, j'ai laissé cette culture m'imprégner et je la trouve très positive et j'espère aujourd'hui tendre plus de ce côté-là que du côté français, en tout cas pour ce point-là. Euh, mais du coup, tu as des moments où tu sais, tu es à la fois genre, Oh yeah, wonderful girl, honey, you did it, that's amazing. Et puis 5 minutes plus tard, tu es là, non, non, vous t'es servi dans le café. Chut. Donc tu sais, t'as ce côté complètement taré. Ou alors, tes enfants hurlent et toi, là, la mère française quand même reprend le dessus, hein, parce que dans les Ouais. moments Ouais. d'énervement, c'est quand même les gènes qui parlent. Et tu es là, maintenant, ça suffit les caprices. Et puis là, tu as ta voisine anglaise, américaine qui passe et tu lui fais Hi, how are you? Yeah, they're a little tired. Ah, you know, kids, Kids. hein? Kids will be kids. Voilà. Kids will be kids. Ah, mais c'est bon. Je vois tellement. Donc, euh, donc voilà Voilà où... voilà le résultat au bout de 2 ans d'expat. Mais effectivement, non, ça fait un bien fou. En vrai, il faut quand même le dire, ça fait un bien Ouais. fou
quand tu arrêtes de te sentir jugé tout le temps. En tout cas là-dessus, parce que tu es jugé sur d'autres choses. De toute façon, tu es toujours jugé en tant que mère. Donc, Ouais, t'es toujours ne jugée. rêvons pas, tu peux aller au fin fond de l'archipel de Vanuatu. Je pense qu'il y aura un babouin Ouais, qui te dira Ah ouais, ça va pas. Mais, Mais oui. mais en tout cas, oui, il y a cette notion que les enfants sont des enfants, il faut les laisser être des enfants, c'est très bien, c'est très Mm. sain. Et ça fait du bien parce que, bah, quand même, à un moment donné, c'est compliqué, quoi. Quand tes enfants sont petits, ils savent pas se taire, rester Bah ouais. assis, être sage, pas se salir, tout ça. Donc, ça, moi, j'ai trouvé ça très libérateur. Et puis, moi, je trouve qu'en tant qu'expat, et ça, c'est vraiment le grand luxe pour moi, c'est que du coup, tu fais ta sauce, en fait. Mm. Tu prends ce qui te plaît dans une Ouais. culture, tu rajoutes ce que toi t'aimes bien. Tu vois, moi par exemple, là où je suis très française, c'est que je suis très attachée aux bonnes manières. Mhm. Alors ça, c'est... Tu te dis Nadine de bonjour Rothschild madame, sort de ce merci, corps. au revoir. Hein? Nadine de Rothschild Tout, sort tout, de ce tout à corps. fait, c'est mon côté Nadine Rothschild. Non mais j'ai été élevée comme Ouais, je vois ce ça. que tu veux dire. Et en même temps, bah, je trouve que bah, c'est un service C'est aussi parce bien. que du coup, tes enfants après sont à l'aise Mm. partout. Et bon, bref. Donc Ah ça, mais c'est je mon côté comprends. français. Je comprends. Et tu l'as lu le livre Bringing Up Baby? Non, mais j'avais lu Trop des marrant. extraits, ouais, mais qui Ça me- étaient assez drôles. Oh ouais, c'est trop drôle. Mon amie américaine d'enfance m'avait envoyé ça quand j'avais accouché de mon premier. Qu'est-ce que j'avais rigolé. Genre, Ouais. oh, les enfants français mangent des courgettes. Mais que font les parents français pour arriver à leur faire manger des courgettes? Ben, je sais pas. Oui, non, ouais. C'était drôle. Après, je pense qu'il y a aussi tout un gap culturel culinaire, mais bon, c'est Oui, un sujet pour un autre c'est jour. un autre sujet, mais on pourrait en parler longtemps aussi, ouais, de ce qu'on attend Oui, et de ce que ça crée. complètement. Mais justement, pour rester sur les enfants, Bon. t'as fait un autre post super intéressant l'autre jour Mm. où tu disais que tu disais souvent à tes enfants, In this family, we do hard things. We can do hard things. Ouais. Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants? Hmm. Eh bien, je pense que la difficulté est une habitude, Mm. en fait. Et que plus tu fais des choses difficiles, plus tu es capable d'en faire. Et je veux pas qu'ils aient peur de la difficulté. Je veux pas Mhm. qu'ils la recherchent, mais je Oui. veux pas qu'ils la redoutent non plus parce que je pense que quand tu commences à avoir peur de la difficulté, bah, tu t'enfermes et tu te prives de choses qui peuvent être géniales en fait. Mhm. Et, et c'est un peu rétro, mais j'espère leur donner le goût de l'effort. Mhm. Je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup disparu. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas été élevée avec le goût de l'effort, tu vois. Mhm. J'ai fait avec d'autres choses, mais euh, et je trouve qu'en fait, c'est hyper important parce que bah, déjà, en fait, tu peux bien sûr vivre une vie très privilégiée, être à l'abri des difficultés pendant toute ta vie, mais c'est quand même assez rare. Donc, il y a un moment, it's gonna Mm. hit you in the face. Ouais. Euh, et puis en plus, il y a quelque chose de profondément, comment on dit, rewarding, de très satisfaisant de surmonter Mhm. une difficulté. Gratifiant, ouais, c'est clair. C'est vrai. Gratifiant, Mhm. voilà. Et donc quand je leur dis ça, l'idée c'est pas de leur dire on va faire que des choses difficiles et on va toujours Ouais. se prendre la tête, mais c'est de leur dire bah, si on doit, on peut. Mm. Ou, ou si on doit le faire pour arriver à quelque chose de plus important pour nous derrière, on peut. Et ça passe par plein de choses. Ça passe par, bon, par exemple, on a vraiment entamé une démarche il y a 2 ans pour essayer de devenir le plus pour limiter nos déchets, pour pas Mhm. zéro déchet, ce serait très ambitieux, mais en tout cas, Mhm. vraiment réduire nos déchets. Et ça demande des efforts, c'est pas des énormes efforts, mais ça demande des efforts. Ouais, ouais. Mais en même temps, c'est pour arriver à un but qui est plus important pour nous, qui est de protéger la planète à notre petite échelle. Mhm. Et puis là, de manière plus concrète, bah, cette année, on a vécu des choses pas évidentes, quitter New York du jour au lendemain. On pensait revenir, on n'a jamais imaginé qu'on n'allait pas y remettre les pieds, donc ça a été extrêmement violent de ne Mhm. pas pouvoir dire au revoir, de quitter notre appart tel quel, avec limite encore les brosses à dents dans le verre à dents, tu vois. Ouais. On est parti littéralement, alors les brosses à dents, on les a prises, on n'est pas dégueu, mais on est parti littéralement avec la vaisselle sale dans les pieds. Hein. Ah ouais. Donc c'est très bizarre quand même. Évidemment, c'est des conditions de réfugiés de luxe, mais quand même, tu quittes ta vie du jour au lendemain, c'est assez chelou. Ouais. Effectivement, on ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Donc, il y a eu ce non-deuil. Il y a eu le fait d'emménager encore dans un nouveau pays, le fait d'apprivoiser une nouvelle langue, parce que même si c'est très anglophone aux Pays-Bas, bah, leur langue, c'est quand même le néerlandais. Hein, tout le monde parle Mhm. néerlandais, donc ça se rajoute. Et donc, j'ai commencé à leur dire ça pour leur dire, You're gonna be okay.
Mm. even if we do hard things. Mm. Tu peux le faire et en fait, ça va aller parce que tu as toutes les ressources en toi. Ouais. Et c'est vraiment de leur transmettre cette idée que les ressources dont ils ont besoin, elles sont en eux et on est en train de les construire ensemble et qu'ils ont cette résilience de faire des choses difficiles. Mm. Voilà, je ne sais pas si ça l'explique très bien. Si, Et si. l'exemple que je leur prends souvent d'ailleurs, c'est que donc moi j'ai eu mon permis à 34 ans. J'ai eu mon permis très tard Mhm. et je l'ai passé enceinte de ma deuxième de 7 mois. Waouh. Ouais, c'était un peu la deadline en Bravo. fait. Ok, quand j'aurai 2 ans. Ouais, bah, je pense qu'en fait, je m'étais dit, ok, si j'ai 2 enfants, je le ferai jamais, donc il faut. Mhm. Et conduire pour moi, c'était terrorisant au début. Mhm. Mais vraiment, hein. Tu m'aurais donné le choix entre conduire un avion et conduire une voiture, je prenais l'avion. Ah ouais? Ah ouais, Ah je ouais. sais pas pourquoi. Ah, c'est un truc, ça me semblait insurmontable. Vraiment, je regardais les gens conduire la voiture, je me disais, mais comment font-ils? Genre, non, mais vraiment, et Non, encore mais... aujourd'hui, quand je conduis pas pendant un petit bout de temps, je me dis, non, mais je vais plus savoir. Ouais. Pardon, je t'ai interrompu. Non, non, pas du tout. Et tu l'as fait. Et tu l'as fait Et quand donc, je même. l'ai fait. Ouais. Et au début, conduire pour moi, mais c'était horrible. J'ai eu une attaque de panique un jour au volant parce que j'ai calé un rond-point. Tu vois, on était vraiment à un niveau comme les gens qui ont peur de l'avion, mais moi, c'était la Ouais. voiture. Et, et puis, bah, en fait, après cette attaque de panique, je me suis dit, OK, bah, là, tu as le choix. Soit tu reprends plus jamais le volant, tu auras ton permis, mais tu ne sauras pas conduire. Mhm. Soit bah, tu y vas et en fait, tu conduis jusqu'à ce que tu aies calé 2000 fois et que tu n'en aies plus rien à foutre. Je me suis pas dit, il faut plus que je cale. Je me suis dit, il faut que je cale 2000 fois jusqu'à ce que caler devienne un événement complètement anodin dans ma vie. Parce que c'était ma grande terreur. Je ne sais pas pourquoi, me demande pas. Ouais. Il n'y avait aucune logique derrière. Mais l'idée de caler me terrorisait. Alors qu'en général, tu cales quand même quand tu es à l'arrêt, donc c'est pas très dangereux. Et donc, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai continué à caler. Et puis bah, aujourd'hui, en fait, je kiffe de conduire. Et j'ai même la grande victoire, ça a été cet été quand j'ai fait la route du Perche jusqu'à Paris, toute seule avec les 2 enfants à l'arrière et que j'ai fait toute l'autoroute et le périph'. Et là, je me suis dit, waouh. Ouais. Et en Bravo. fait, ouais, merci. Voilà, c'est la réalisation de ma vie en fait. Mais non, mais oui, mais écoute, enfin, ouais, c'est vachement bien. Et tu leur as partagé à tes enfants à quel point c'était une victoire pour toi? Ah mais je leur ai rebattu les oreilles, je pense qu'ils n'en peuvent plus d'entendre l'histoire de maman qui a Bon, surmonté sa peur maman, de conduire. ouais. Mais Ouais. c'était important pour moi de leur dire, voilà, c'est vraiment un truc qui me terrorisait. Et en Mm. fait, aujourd'hui, j'aime ça. C'est pas juste, j'y suis arrivée, j'aime ça. Bon, j'aime plus ça dans le Perche qu'à Paris. Ouais. Mais je pense que donner à nos enfants le goût de la difficulté, en tout cas, dédramatiser la difficulté, c'est vraiment un cadeau à leur faire. Parce que, bah, on le voit bien en ce moment, regarde, qui aurait prévu il y a 2 ans qu'on allait se taper une pandémie Bah mondiale, ouais, hein. bah ouais. Mm. Bon, voilà, qu'on se retrouverait confinés, qu'on se retrouverait. Et je pense qu'un des problèmes pour moi aujourd'hui qui s'applique beaucoup à la maternité, c'est que on vit dans un monde où on voudrait que tout soit lisse et optimisé tout le temps. Mhm. On voudrait être tout le temps bien dans notre corps, Ouais. tout le temps au top. On voudrait que notre salon soit bien rangé, bien décoré, que nos enfants soient épanouis, mais en même temps qu'ils fichent pas trop le bazar. Mm. Mm. Tu vois, on a cette espèce d'imagerie de ce que devrait être nos vies. Et je trouve que on a du mal à accepter finalement bah, le côté faillible. Alors, je dis on, évidemment, c'est de moi que je parle, hein. Ça parlera peut-être à d'autres gens, mais Ouais. le côté faillible, imparfait, massé de la vie humaine. Mm. Et, et je pense que se libérer de ça et se dire, OK, bah en fait, on va faire des choses dures et pendant un moment, ça va pas être sympa, mais c'est pas grave Mm. parce que je le fais pour une bonne raison ou parce que j'ai pas le choix et je dois le faire ou parce que bah, c'est OK que parfois la vie soit pas très cool et ça n'empêche pas qu'elle va être cool après Mm. ou de trouver des moments cool dans les moments pas cool. Oui, aussi, ouais. Si tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, De ouais, trouver des aussi. moments sympas quand tu es confiné depuis 3 mois et que Ouais. t'en peux plus de faire l'école à la maison. Mm. Voilà, j'ai vraiment pivoté en fait, la manière dont j'essaye de leur transmettre ça pour leur dire oui, ça va être ma fille à côté, je peux pas le dire, ça va être la mouise pour parler poliment, parfois dans vos vies, Mm. mais en fait, vous êtes équipés
et Ouais, ça va aller. vous êtes équipés. Ouais, c'est un beau message à leur faire passer. Non, c'est vrai. Je sais que tu adores lire. Oui. C'est quoi les livres que tu as lus récemment ou moins récemment, mais qui t'ont beaucoup marqué, que tu aimerais nous conseiller? Euh, alors, j'adorerais dire que j'ai lu des trucs récemment, mais je crois que je suis sur le même livre depuis 4 mois. Je Ouais, m'endors dessus. ouais. Euh, un livre qui a été vraiment fondamental pour moi au cours de l'année écoulée, enfin en fait tous ses livres et son podcast et son Netflix special, c'est Brené Brown, Ah. Mhm, qui est une sociologue, chercheuse et auteure américaine, mhm, qui est une femme brillante. Elle a consacré sa vie à étudier la honte. mhm. Et s'il ne faut en lire qu'un, je conseille. Alors, il y a 2 livres en fait. Ici, désolée, il faut en lire que 2. Ouais. Euh, c'est The Gift of Imperfection. Ça a Mhm. dû être traduit en français, mais j'ai pas le titre français en tête. Ouais, je le chercherai, on le mettra en note. Ouais. Qui parle justement un peu de tout ce dont je viens de parler, du fait qu'en fait on est imparfait par nature et que c'est très bien. Et évidemment, elle le dit bien mieux. Et c'est un petit livre, ça se lit facilement, mais vraiment, c'est. Moi, c'est très rare que je relise des livres et c'est un livre que je réouvre de temps en temps pour me relire des passages. Et l'autre, c'est I thought it was just me, but it wasn't. Et Ouais, je ça, le c'est connais son pas celui-là. livre sur la honte. Et je pense que toutes les femmes devraient le lire parce que la honte est l'un des outils d'oppression sociale les plus puissants qu'on Mhm. utilise sur les femmes depuis des siècles. Mhm. Et que autrefois c'était la honte sur est-ce que tu es une femme de mauvaise vie ou est-ce que tu es vertueuse. Aujourd'hui, c'est est-ce que tu es une bonne mère, est-ce que tu concilies ta vie privée, ta vie pro. Mais en Ouais. fait, ça change de forme, mais au fond, ça reste toujours le même. Et en fait, ce qu'elle explique sur la honte, c'est que la honte nous enferme. C'est une petite pièce sombre où tu te caches et t'oses plus être toi et tu n'oses plus, ça t'isole parce que du coup, tu oses plus parler Mhm. aux autres. Et en fait, que c'est très destructeur. Et elle donne des manières de sortir de la honte et de construire ce qu'elle appelle la résilience Mhm. à la honte. Et c'est passionnant. Je trouve que c'est finement observé, c'est toujours accessible, même si c'est une universitaire, donc c'est pas juste encore un bouquin de self-help, elle a un background très sérieux derrière, mais en même temps, elle le rend vraiment très concret et accessible, et Mhm. j'ai trouvé que c'était très libérateur, en fait. Et ça m'a poussée, tu vois, moi, par exemple, un de mes gros, comment dire, une de mes kryptonites, euh, c'est que parfois, je fais pas un truc, parce que je sais pas pourquoi, parce que je me dis que c'est trop difficile, parce que ça me fait peur, parce que je suis pas à l'aise, enfin bref, plein de bonnes, mauvaises raisons. Et puis, en fait, le temps passe et ce truc s'accumule, s'accumule, s'accumule. Et j'avais fait une métaphore avec une copine, j'avais dit, bah, en fait, c'est comme un grenier au fond de ta tête et tu mets des boulettes dedans. Et je pense qu'on a Mhm. tout un grenier à boulettes, Ah oui, oui, oui. tu vois. Et il y a Oui, la boulette de j'ai jamais rappelé cette personne, il y a oui, la boulette de oh, j'ai jamais écrit cet email, il y a la boulette de j'ai jamais fait ce truc que j'avais dit que je ferais. ouais. Alors qu'en fait, la personne que tu devais rappeler l'a oublié depuis Mais le oui. temps, Mm, que un tel l'email, elle s'en fout. Et tu mm, vois, et que en fait, il y a des cas où il y a une conséquence, mais la plupart des temps, c'est pas des choses très graves. mm, Mais on se met nos boulettes dans le grenier. mm, Et du coup, eh ben, ces boulettes, elles finissent par peser, en fait. mhm. Et je pense que c'est un peu ça pour moi, le mécanisme de la honte. C'est le moment où tu arrives à sortir de ça. Et derrière, il y a vraiment l'idée de s'assumer et de s'accepter. Et de dire, Ouais. et moi, j'ai commencé à pouvoir dire, à partir de ces réflexions-là notamment, à pouvoir dire, bah oui, en fait, moi, euh, j'ai une vraie tendance à être angoissée, Mhm. très angoissée, et ça fait partie de ma vie, et c'est comme ça, et ça fait pas de moi une moins bonne personne, ni Mm, une meilleure personne, mais c'est juste, je suis née avec ça, j'ai pas choisi. mm, Et l'angoisse, pour moi, c'est pendant longtemps, c'était super honteux comme truc, en fait. mm. Comme si c'était un truc où j'échouais à contrôler Oui, quelque chose, tu ouais. vois. Mais c'est marrant que tu emploies ce terme de contrôler, parce que en fait, on est dans une époque où, je sais pas si c'est parce que c'est des sujets qui m'intéressent, et donc je vois beaucoup ça, mais où on parle beaucoup, tu vois, des émotions et de gérer, tu vois, comme si on pouvait gérer. Alors que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est exactement ce que tu décris, c'est de
c'est d'accepter, c'est de faire avec, c'est de... Et cette thématique de la honte, je ne connaissais pas ce bouquin, je vais aller regarder. Mm. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en plus, on se formalise peu souvent les choses avec ce mot de la honte. Enfin, tu vois, on peut parler de culpabilité maternelle ou Mm. de mal-être ou de je sais pas quoi, mais la honte, c'est pas un mot. J'ai l'impression que c'est pas une Ben non, émotion qu'on parce que qualifie souvent, tu vois? même parler de honte nous met mal à l'aise Ouais, tellement c'est ouais, puissant, en ouais. fait. Mais tu vois, je pense en fait aujourd'hui que, enfin, je suis arrivée à un point dans ma parentalité, dans mon chemin Mhm, personnel, où je me dis bah, qu'en fait, c'est fondamental de... Nos enfants apprennent quand même autant en nous regardant que dans ce qu'on oui. leur dit. Hmm, Et, et j'ai arrêté d'essayer de leur... Enfin, j'ai pas arrêté d'essayer de devenir une meilleure personne, mais j'ai arrêté de me culpabiliser, mhm. de ne pas faire mieux dans mon chemin, faire être une meilleure Ouais, personne. Et par là, j'entends être une mère qui crie moins, qui a plus de patience, qui s'énerve ouais. moins. Parce que finalement, je me dis, bah, en fait, t'es comme ça. Voilà, Hmm, t'es quelqu'un qui crie, c'est pas bien, hmm, c'est pas top, mais on est un peu méditerranéen dans ma famille, j'ai hmm, grandi avec ça, c'est difficile pour moi. hmm, T'es quelqu'un d'angoissé, bah oui, pareil, j'ai pas choisi de naître câblé comme ça, mais hmm. maintenant, je sais que ça fait partie de ma vie, je l'accepte et je le gère. Et en même temps, bah, je pense que c'est plus puissant comme message de leur dire, voilà qui je suis, en Hmm. fait. Ouais. C'est pas parfait, mais ça fait pas de moi quelqu'un moins digne d'être aimé Hmm, et ça fait pas de moi une mère moins aimante. hmm, Et j'espère que vous aussi, vous allez vous aimer et vous apprécier comme vous êtes. Et je pense que la puissance de ça, de se libérer de la honte, hmm, eh ben, c'est aussi extrêmement fort dans le modèle qu'on donne à nos enfants mhm. pour qu'ils soient en mesure de s'accepter et de se vivre. Et ça n'empêche pas de... Moi, je leur dis souvent, try to be the best version of yourself. Hmm, Tout est là. C'est pas... Mais tu peux pas devenir quelqu'un d'autre et c'est pas grave en fait. T'es bien comme ça. hmm. Juste essaye de tendre vers ce qu'il y a de bon et de bien et de beau en toi parce que l'idée c'est pas de tout excuser, mais par contre se libérer de cette culpabilité de je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je corresponds pas à ce modèle-là. Ouais. Oui, je pense que être capable de montrer ça à nos enfants, de dire bah voilà, voilà qui je suis dans toute ma faillibilité humaine et je reste quelqu'un digne d'amour et de considération. Hmm, Bah, c'est un message très puissant, je ouais. pense. Je pense aussi. Et ça me fait penser à un truc que disait mon père quand j'étais petite. Il parlait toujours des gens comme étant les meilleurs dans leur catégorie. Tu vois, et tu peux décider que ta catégorie, il y a que toi dedans. Mais en fait, c'est vachement chouette de voir les choses comme ça. Tu vois. Oui, T'es j'aime la bien meilleure cette dans ta idée. catégorie. Voilà, c'est Ouais. ça. De quoi t'es fière, Maëlys? À part d'avoir eu le permis de conduire, tu veux dire? Ouais, à part ça. Qui en soi, il y a largement de quoi être fier. Euh, écoute, je suis fière évidemment de mes enfants, Mhm, de ma famille et de ce qu'on a construit. Je crois qu'au niveau personnel, je suis vraiment fière de ce chemin mhm, dont on vient de parler longuement. Euh, je suis fière d'être quelqu'un qui recule pas devant la difficulté, mhm, justement, et de vivre mes choix de vie jusqu'au bout, même quand ils sont pas faciles. Et il y a eu des moments où je les ai pas très bien assumés, mais le choix d'être entrepreneur, le choix de partir vivre à l'étranger, ça fait rêver hein, sur le papier, mais derrière, il y a des vrais efforts, en mhm. fait, Ouais. pour concrétiser ça. Et il y a des coûts aussi. Mhm. Euh, des coûts en termes de ce que ça implique. Enfin, voilà, c'est pas... Pardon. Ouais. Disons que je suis fière de vivre pleinement ces choix-là. Et il y Mhm. a eu un moment où je les ai remis en question, notamment quand on est arrivé aux États-Unis, où tout à coup, je me retrouvais dans ce milieu d'expat. Beaucoup de gens sont quand même dans des situations financières très aisées. Et tu dis, waouh, donc moi, j'ai pas acheté mon appart à Paris, j'ai pas... Mhm. Et tout d'un coup, tu sais, tu as ton échelle de valeur. D'un côté, tu dis, wow, mais attends, en même temps, il y a plein de gens qui sont comme moi. Et en même temps, tu viens entouré de gens qui ont ces choix-là et qui... Et c'est pas uniquement par rapport au matériel, mais
voilà, en fait, ça m'a forcé à faire un vrai travail pour me dire, bah non, en fait, mes choix de vie sont justes Mm. simplement parce que c'est les miens. Mm. Et ils sont justes quand je les fais en pleine conscience de c'est ça qui me correspond maintenant. Mm. Et peut-être que dans 10 ans, ça ne me correspondra plus, mais Ouais. maintenant, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça qui me correspond. Et je pense que c'est ça ma plus grande fierté, c'est d'avoir cette honnêteté-là, Mhm. d'avoir acquis cette honnêteté-là, de plus être dans cette tension de faire ses choix et en même temps de me dire, ah ouais, mais quand même, hein, le choix des autres, ça a l'air bien aussi, et peut-être que c'est Ouais. pas les bons. Non, en fait, les bons, c'est ceux que tu fais et qui sont alignés avec toi-même. Mm. Point. Et, et voilà, et tu vois, typiquement, s'installer à Amsterdam, bah, c'est... Alors, évidemment, vu de dehors, ça peut faire... Il y a un côté très glamour, j'étais à New York, je vis à Amsterdam, mais bon, Amsterdam, ça implique aussi des renoncements. Ça veut dire que mon mari voyage pas mal, donc moi, je suis souvent seule avec mes enfants. Ça implique de pas retrouver mon réseau professionnel à Paris, ou enfin, je peux l'activer à distance, mais Mm. quand même pas tout à fait la même chose. Ça implique de encore refaire une vie quelque part, un réseau social. Et je me plains pas du tout de ces choses-là, mais pour moi, ce qui fait toute la différence, c'est mon choix. Mm. J'ai fait ce choix parce Mm. que je voulais continuer à vivre à l'étranger, parce que Ouais. j'avais envie d'autre chose, parce que cette ville me plaît énormément, parce que je veux donner ça à mes enfants. Mais j'assume ce qui va avec. Mm. Et c'est mon choix et il me correspond. Et il y a des gens qui peuvent ne pas le comprendre ou le juger, mais en fait, je m'en fiche parce que j'ai pas besoin. Il n'y a pas un bon choix. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire aux femmes aujourd'hui. Il n'y a pas un bon choix. Ouais. C'est Il y tellement a libérateur de se dire ça. tellement. Mm. Et surtout, il n'y a pas un bon choix. Et il n'y a Mm. même pas un bon choix pour toi, pour le restant de tes Exactement. jours, en fait. Il y a Ouais. un bon choix à un instant T. Mm. Et il peut changer dans un mois, il peut changer dans un an, il peut changer dans 10 ans. Mm. Il faut se laisser la liberté Mm. d'interroger ses choix et de se dire, OK, c'est quoi le bon choix pour moi maintenant? Qu'est-ce qui me va? Et tu as tout à fait le droit de te dire, bah maintenant, c'est d'être pendant 2 ans avec mes enfants. Puis au bout de 2 ans, tu dis, oh, en fait, là, ça va, j'en ai ras le cul. Mm. Pardon, j'en ai ras Ouais. les fesses. Je veux retrouver du boulot. Ça peut être un changement de vie. Ça peut être... Et tu vois, je pense que c'est vraiment oser faire des choses et se dire, bah, c'est pas grave parce que tant que tu fais confiance à ta propre résilience, Mm. because you can do hard things, Mm. et ben tu vas retomber sur tes pattes. Mm. Voilà. Amen. Non, mais ouais, merci. Merci beaucoup, Maëlys, pour cette discussion et pour ton partage. C'est passionnant de discuter avec toi. C'est Et gentil. Plaisir partagé. Merci beaucoup de m'avoir invité ici et donné cet espace pour parler de tout ça. J'étais vraiment super ravie de faire ça avec toi, Sandra, et de faire ça sur un format podcast qui, je pense, apporte autre chose. Et je suis ravie qu'on ait pu explorer ça plus en profondeur que dans les je sais plus combien de caractères qu'Instagram nous donne. ouais, c'est un peu pour ça que j'aime bien ce format. On peut dire Mm, mm. plein de choses complexes et nuancées tout en rigolant. C'est parfait. Et Merci surtout, beaucoup. merci d'interroger ce sujet et de donner la parole à des hommes et des femmes Mm. là-dessus, parce que je pense qu'on en a besoin. Ouais, ouais. Eh ben, écoute, tant mieux. Merci beaucoup et puis à très vite pour la suite. À très vite. Bye bye. J'espère que l'épisode vous a plu et je remercie sincèrement Maëlys pour cette riche discussion. On se retrouve bientôt tous et toutes ensemble pour prolonger le débat. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn où je partagerai dans les jours qui viennent une tribune que j'ai écrite pour Welcome to the Jungle intitulée Il n'y a pas la vie pro, la vie perso, il y a la vie point. J'y parle de ce que j'observe dans les mutations des besoins des salariés en termes de prise en compte de la réalité de leur vie et y propose un nouvel angle pour avancer un peu différent de la notion d'équilibre vie pro-vie perso. C'est le fondement de mon action à travers mon entreprise Conscious Cultures dont la mission est d'accompagner les entreprises à mieux comprendre et prendre en compte la réalité de la vie de leurs salariés. C'est important pour tout un tas de raisons et en particulier pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. Comme toujours, pour soutenir le podcast, vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un sur vos réseaux sociaux et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans 15 jours avec l'interview d'un papa au parcours fascinant que j'aurais pu écouter pendant des heures sincèrement. D'ici là, prenez bien soin de vous mes équilibristes et pensez à bouger tous les jours, surtout si vous êtes en télétravail. Je vous assure que ça change la vie. Allez, je vous embrasse.